Alors nous recevons aujourd'hui Philippe Herlin, qui est chercheur en finance. Bonjour Philippe. Donc dans cette émission qui consiste à recevoir des personnalités qui gagnent à être connues, puisque la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Alors, une petite présentation de Philippe Herlin. Donc vous êtes chercheur en finance, vous êtes chargé de cours au CNAM sur la finance et Mandelbrot. Vous êtes auteur de nombreux articles dans les Échos et la Tribune, et vous êtes également régulièrement interviewé sur BFM, TV et radio. Et vous avez un blog, La Tête de la France, et finalement vous êtes l'auteur chez Erol de Finance, le nouveau paradigme, qui est la raison pour laquelle vous êtes invité aujourd'hui. Alors, première question, donc sans être trop technique, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fond de votre thèse? Alors, le sous-titre du livre, c'est Comprendre la finance et l'économie avec Mandelbrot, Taleb, 3 petits points. Donc, le livre cherche à expliquer les théories alternatives de la finance qui ont été développées par Mandelbrot et Taleb. Alors, Benoît Mandelbrot, on le connaît tous à peu près, c'est l'inventeur des fractales. Donc, tout le monde avait un peu ces images-là. C'est un Français. Cocorico, non? Bah, voilà, mais qui a fait sa carrière aux États-Unis, mais bon, il est français. L'inventeur des fractales et qui s'est aussi beaucoup intéressé à la finance, à l'économie. Et Taleb, c'est Nassim Nicolas Taleb, qui est un Libanais qui vit aux États-Unis, qui a été trader et qui ensuite a découvert les travaux de Mandelbrot et puis qui a étendu un peu sa réflexion à un niveau plus général, plus philosophique, dans un livre qui est un des essais qui est le mieux vendu dans le monde, qui s'appelle le cygne noir, le cygne qui est l'animal, cygne noir, le Black Swan. Et le Black Swan, le cygne noir, c'est jusqu'au XVIIIe siècle, tout le monde pensait que les cygnes étaient blancs. Et puis un jour, je crois qu'en Australie, on a découvert qu'il y avait des cygnes noirs. Donc ça, c'est l'image d'un événement que personne ne prévoyait. Et quand il arrive, il bouleverse tout un champ de connaissances. Donc c'est pour expliquer, le livre revient là-dessus, qu'il faut bien comprendre la nature du hasard auquel on est confronté. Il y a un outil qui permet de comprendre le hasard, qui est la loi de Gauss, la loi normale, qu'on appelle aussi la courbe en cloche, parce que c'est une forme de cloche. Oui, c'est-à-dire que la plupart des valeurs sont rassemblées autour de la moyenne. Et c'est une vision du hasard, on va dire un peu sage. Il y a assez peu de valeurs extrêmes. Et c'est une loi qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, dans la biologie, dans la physique. Par exemple, la taille des individus, ça colle parfaitement. Vous prenez 100 individus au hasard, ou vous prenez leur taille, ça fait à peu près la courbe de Gauss, donc ça marche. Et comme cette loi est très facile à utiliser au niveau mathématique, eh bien c'est celle qui a été prise par les théoriciens américains de la finance quand la théorie s'est développée dans les années 60, avec la théorie du portefeuille, Sharpe-Markowitz, la théorie d'options, Black et Scholl, et la théorie de l'efficience des marchés de Fama. Donc, toutes ces générations de chercheurs américains des années 60 a repris la courbe de Gauss parce que c'était l'outil plus simple, plus facile et plus connu à l'époque. Et au même moment, Mandelbrot, justement, s'est posé la question, mais au fait, est-ce que les variations du cours des actions, des actifs financiers, est-ce que vraiment ça suit la courbe de Gauss? Alors il a fait des essais, à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, donc c'était assez difficile, rudimentaire, mais bon, il a fait ça et puis il s'est rendu compte que non, que en fait les variations des actifs financiers avaient beaucoup plus de valeur extrême que ce qu'on pensait. Ce qui peut se comprendre puisque c'est du matériel. Alors voilà, après on peut trouver des raisons, mais bon, lui il a vraiment mesuré mathématiquement et il a expliqué que ça correspondait plutôt à ce qu'on appelle des lois de puissance ou des lois d'échelle, c'est-à-dire des lois ou des domaines dans lesquels les valeurs extrêmes sont beaucoup plus importantes que prévu. Alors justement, il y a des signes noirs, etc. Oui, alors justement, dans votre livre, vous prenez l'exemple des assurances et des inondations ou des catastrophes naturelles. Donc là, c'est bien employé dans ce domaine-là. Voilà. Alors juste pour faire une incise, je précise que le livre est grand public, c'est-à-dire même si on va au fond des choses au niveau mathématique, il n'y a pas de barrière des mathématiques, c'est-à-dire c'est un livre qui est fait pour être lu par tous ceux qui s'intéressent à l'économie et la finance. Et au début du livre, il faut bien expliquer les deux types de hasard, le hasard sage de la loi normale et le hasard sauvage, pour prendre le terme de Mandelbrot des lois de puissance. Je prends l'exemple du jeu du Monopoly. Ça permettra à tout le monde de bien comprendre les différences. Et donc, vous me demandiez pour pour les assurances. Alors, je prends aussi des exemples dans différents secteurs économiques. Et en ce qui concerne l'assurance, c'est vrai qu'eux, ils sont plus concernés par ces problèmes parce que l'assurance, en fait, ça consiste surtout à traiter des événements extrêmes.
parce que les petits dommages, ça c'est pas un problème, mais l'assurance doit faire en sorte de répondre financièrement à un dommage extrême comme l'ouragan Katrina, dont je parle dans le livre. Bon. Et donc, les sociétés d'assurance sont plus conscientes et utilisent plus ces modèles mathématiques de la base de la puissance, alors que la finance, pas du tout, très peu, quoi. Et ce qui explique une grande partie de la crise, parce que quand vous prenez des outils qui minorent le risque, on comprend que ça génère des crises. On peut prendre un exemple simple, si vous prenez dans la rue avec des œillères, vous allez vous cogner aux gens qui viennent sur votre côté. Bon, alors si vous prenez dans une rue où il y a très peu de monde, ça posera pas trop de problème, mais si vous approchez d'une bouche de métro, vous allez sans cesse vous cogner aux gens. Bon. La courbe de Gauss, c'est ça, c'est quelque chose qui empêche de voir les événements extrêmes. Et le pire, c'est que les financiers ne sont pas conscients d'avoir ces œils-là. C'est ça qui provoque les crises. Alors voilà, donc vous, votre thèse se différencie de celle des libéraux classiques, comme celle de Pascal Salin par exemple, qui explique lui que la crise vient uniquement de l'interventionnisme des États. Or vous dites non, ça vient surtout, donc, comme vous venez de le dire, des outils financiers utilisés. Ouais. Alors la réglementation a un rôle, moi je suis sur pas mal d'aspects de l'argumentation de Pascal Salin, mais pour moi, ça explique c'est une partie du problème. Tout rejeter sur la réglementation, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, la crise vient surtout d'une mauvaise compréhension du fonctionnement des marchés. Justement, parce qu'on est toute la théorie économique qui est née dans les années 60 et qui sert de cadre, je dirais, mental à toute la pensée académique et au modèle financier qui tourne sur les marchés, par les banques, est basée sur une approche gaussienne, même si elle a été un peu corrigée, ça j'explique aussi, mais elle est basée là-dessus. Et c'est ça qui provoque des crises. Quand on construit des subprimes, quand on construit des produits financiers complexes sur une base gaussienne, c'est-à-dire où les événements extrêmes sont peu probables, bon, quand les marchés sont calmes, même pendant plusieurs années, bah, ça ne se voit pas. Mais le jour où il y a une variation importante, ça provoque un écroulement complet, comme on a pu le voir en septembre 2008. Alors septembre 2008, on le rappelle, donc c'est la faillite de Lehman Brothers à 15 septembre qui provoque une chute de la bourse et une faillite, qui aurait pu provoquer une faillite en chaîne si les États n'étaient pas intervenus. Donc pour qu'on comprenne bien, vous êtes pour que l'État intervienne pour que les banques ne fassent pas faillite ou pas? Non, alors pour l'aspect faillite, je considère que, il faut que les banques puissent faire faillite parce que sinon on est dans un système où les profits sont privatisés et les pertes socialisées, c'est-à-dire tant que les banques mettent de l'argent, c'est bon, ça se termine en bonus. Et quand les banques rencontrent un black swan, un signe noir, une grosse crise, à ce moment-là, c'est l'État, donc le contribuable, qui prend en charge. C'est pas un système qui est viable. Et Taleb dénonce ça régulièrement. Il faut trouver d'autres solutions. Donc il faut mettre en place un mécanisme qui puisse arrêter les faillites. Mais la première chose à faire pour moi, et c'est aussi ce que dit Taleb, c'est qu'il faut empêcher qu'il y ait des banques qui soient trop grosses. Parce que si on a une trop grosse banque, l'État est obligé de la soutenir. Il n'est pas imaginable que Citibank fasse faillite. Il n'est pas imaginable que la BNP fasse faillite, c'est pas possible. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord empêcher que les banques soient trop grosses, et qu'ensuite, il puisse y avoir une faillite, mais une faillite, et je pense qu'il faut un droit un peu différent des faillites normales. Il faut que les comptes des particuliers et des entreprises soient parfaitement protégés, parce que sinon ça a des conséquences en chaîne sur toute l'économie qui peuvent être extrêmement graves. Et alors à quel niveau est-ce que vous placez le seuil critique en fait, de taille des banques? Et on aurait tendance à vous dire, mais finalement, est-ce que c'est une bonne chose de rajouter encore une réglementation? Alors oui, on peut aussi traiter cet aspect-là. C'est le fait de limiter la taille des banques, c'est une législation qui est en train d'être mise en place aux États-Unis par Obama et notamment conseillée par Paul Volcker, ancien président de la Fed. Donc on va voir un peu comment ça se met en place. Il n'y a pas non plus de solution magique, mais je considère que ça va dans le bon sens, quoi. Et à quel seuil? Alors le seuil, le problème c'est comment on mesure ça. On rentre dans des problèmes techniques. Donc j'avais pas dans le livre. Est-ce qu'on prend le produit net bancaire? Est-ce qu'il faut tenir compte de l'effet de levier? Enfin bon, il y a tout un tas de données, mais là ça devient technique. Ok. Alors, selon Vincent Bédard, qui est un excellent blogueur que je vous recommande et qui a rédigé un long et, comme souvent sur son blog, long et passionnant article sur votre livre. Donc son blog s'appelle Objectif Liberté.
Votre livre souffrirait d'une faiblesse selon lui. Donc je l'ai dit tel qu'il le formule. Pourquoi le modèle gaussien se perpétue-t-il malgré les preuves répétées de son erreur? Vous ne répondez pas à cette question. Alors je l'évoque quand même un peu, mais disons que les erreurs du modèle gaussien, s'il était erroné en permanence, on en aurait changé depuis longtemps. Le problème, c'est que le modèle gaussien, quand l'environnement économique est relativement calme, ça ne génère pas de problème. Et pendant ce temps-là, il y a des bénéfices, il y a des bonus, donc ça arrange tout le monde. Et puis de temps en temps, quand il y a une crise, alors il y a eu un crack en 1987 qui n'a pas eu trop de conséquences, il y a le crack du 15 septembre 2008, bon à ce moment-là, c'est l'État qui finance, comme on disait tout à l'heure, il y a une privatisation des profits, une socialisation des pertes. Donc le modèle marche 90% du temps, et puis le jour où il y a une grosse crise, l'État vient là pour renflouer les banques. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant éthiquement. Et le problème aussi, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de crises, parce que la finance prend de plus en plus important de poids dans l'économie. Il y a un effet de levier souvent qui est très important, il y a de l'innovation financière importante, et si on continue comme ça, il y aura de plus en plus de crises. Donc on sera obligé d'en changer. Maintenant, le combat des idées, c'est aussi ça, c'est que ça prend du temps de passer d'un modèle à un autre, et c'est aussi pour ça que je fais ce livre, pour contribuer à propager ces idées. Mandel Brot, Taleb et d'autres chercheurs aussi qui travaillent dans ce domaine-là. Voilà. Et j'explique aussi dans le livre, juste pour faire ainsi, que ce modèle gaussien a aussi contaminé la finance d'entreprise. Et j'explique comment, c'est pas d'expliquer le mécanisme de financiarisation de l'entreprise et de l'économie. C'est-à-dire le fait qu'on exige des rendements, des bénéfices des entreprises qui sont surévalués par rapport à leur capacité économique. C'est-à-dire qu'avec votre modèle mandelbrotien ou talébien, je ne sais pas comment il faut dire, il y aurait moins d'excès dans la financiarisation de l'économie. Voilà, c'est-à-dire le fait d'introduire dans la gestion d'entreprise un modèle qui minore le risque, on comprend que ça amène les entreprises à prendre plus de risques que de raison. Et ça amène les actionnaires à exiger un retour sur capitaux investis plus important, alors que si on tenait compte la totalité du risque, on serait un peu plus prudent. Donc c'est ça, quand on parle de la rentabilité de 15% sur capitaux propres, qui est un peu un chiffre, une sorte de mantra que les actionnaires exigent de l'entreprise, ça découle directement de l'introduction de ce modèle de portefeuille gaussien dans la gestion d'entreprise. Et ça génère tout un tas d'effets pervers. Et je pense que là aussi, au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'on ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. Alors, dernière question, parce que nous arrivons au terme de ce quart d'heure de célébrité. Ce que vous dites paraît fort intéressant. Est-ce que vous êtes entendu aujourd'hui, et je serais tenté de dire d'où peut venir la réforme du système financier dont vous appelez de vos voeux? Alors, réforme, il faut espérer que ce ne soit pas une prochaine crise qui mette à bas le système financier. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Je parlais tout à l'heure des changements de législation aux États-Unis. On peut espérer qu'ensuite ça se diffuse en Europe. Je pense que c'est le début, il y a quand même un début de prise de conscience, même si dans le domaine de la finance, on revient un peu aux recettes anciennes et aux constructions élaborées et risquées avec un fort effet de levier. Bon, il y a aussi ça, mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui se diffuse. Et bon, voilà, on peut espérer que ça se développe plus pour éviter des crises. On ne pourra jamais éviter les crises, il ne faut pas rêver. Mais on peut faire en sorte que les crises soient moins graves et aient moins de conséquences sur l'économie en général et sur les gens. D'accord, mais donc la réforme, selon vous, elle vient des chefs d'État, des G8, des G20, je crois, ou est-ce qu'elle vient de la finance, du monde de la finance elle-même? Ou d'ailleurs, peut-être? Je pense que c'est un peu tout ça, c'est une prise de conscience générale, comme quoi les modèles utilisés actuellement ne sont plus satisfaisants. D'accord. On sait bien que ça ne se produit pas de manière holistique, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait la légitimité pour réformer le système, selon vous? Une chose, il faudrait que Mandelbrot ait le prix Nobel d'économie, comme ça pourra peut-être faire de bouger un peu les choses, mais ça en prend pas trop le chemin. Ouais. Taleb, lui, il dit qu'il faut supprimer le prix Nobel d'économie, parce qu'il donnait systématiquement à des gens qui défendent une vision stupide de l'économie. Bon. Alors voilà, moi je propose que Mandelbrot ait le prix Nobel la prochaine fois. Ça pourra peut-être bouger les consciences. Très bien. Belle conclusion. Merci beaucoup, Philippe Herlin. Et à bientôt.
Merci.